Vendredi 27 septembre 2024, New York. À la tribune des Nations Unies, Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, interpelle les nations dans un discours de plus d'une demi-heure. And now I have a question. And I pose that question to you. What choice will you make? Will your nation stand with Israel? Will you stand with democracy and peace? Or will you stand with Iran, a brutal dictatorship that subjugates its own people, exports terrorism across the globe? In this battle between good and evil, there must be no equivocation. Ce discours civilisationnel n'est pas nouveau. Depuis des décennies, l'État d'Israël viole le droit international avec ses politiques d'occupation et de colonisation en Palestine. Tout cela au nom de sa défense et de la préservation de la seule démocratie du Moyen-Orient. Depuis plus d'un an, Israël bombarde massivement la bande de Gaza et frappe désormais aussi le Liban, le Yémen, la Syrie, avec des armes fournies par les États-Unis et plusieurs pays européens. Ces puissances occidentales, qui pourraient arrêter la guerre en quelques jours, semblent incapables de refuser leur soutien à un gouvernement israélien toujours plus radicalisé et agressif. Elles se contentent de recommandations vaines et d'appels à la modération. Alors sur quoi repose cette impunité ? Quels sont les ressorts historiques de ces soutiens ? Comment les gouvernants s'emparent-ils de la notion de démocratie pour maintenir leurs alliances au niveau international ? Blast vous propose de revenir sur les racines de ces récits politiques pour mieux comprendre les enjeux de la guerre en cours. Didier Billon est géopolitologue, directeur adjoint de l'IRIS, un des principaux instituts de recherche français en relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient. Il a rédigé de nombreuses études et notes de consultance pour les institutions françaises, comme le ministère de la Défense ou des Affaires étrangères. La question israélo-palestinienne, elle s'étend dans la longue durée. En réalité, au moins depuis la création de l'État d'Israël en 1948, voire même avant. Donc tout cela a une histoire. Cette histoire, elle est marquée par la colonisation. C'est un enjeu de contrôle de la terre. Il y a une puissance coloniale, Israël, qui expulse, qui veut expulser, qui veut toujours plus expulser les Palestiniens, qui sont quand même sur leur propre terre. Et donc, le 7 octobre, oui, c'est une date charnière, d'une importance que l'histoire retiendra, je n'en doute pas une seconde, mais je pose toujours la question, mais que se passait-il le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, le 1, etc. 1948. La Palestine est sous mandat britannique depuis le début des années 1920 et le démantèlement de l'Empire ottoman qui administrait jusqu'alors la région. Pour organiser la suite, l'ONU vient tout juste de voter un plan de partage de la Palestine, massivement soutenu par les pays occidentaux et rejeté par les pays arabes. Le 14 mai, alors que le mandat prend fin et que les dernières troupes anglaises quittent la zone, l'État d'Israël est officiellement proclamé par David Ben-Gourion à Tel Aviv. Nous appelons tous les Juifs de la diaspora à se joindre à nous et à nous prêter main forte pour faire que la rédemption d'Israël soit assumée jusqu'à la fin des siècles. Dès le lendemain, le 15 mai 1948, les pays arabes qui contestent ces nouvelles frontières entrent en guerre avec l'État hébreu nouvellement proclamé. C'est la première guerre israélo-arabe. En Palestine, la situation s'est brusquement dramatisée. La population arabe s'est violemment émue de la décision de l'ONU tendant à partager la Palestine entre juifs et arabes. À l'issue de ce conflit, les Israéliens ont conquis 6 000 km² de territoire supplémentaires et plus de 750 000 Palestiniens ont été forcés de quitter leur terre. C'est la Nakba, qui signifie catastrophe en arabe. Cet État israélien s'est créé 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut toujours avoir cette date en tête, puisqu'évidemment il y avait la découverte de l'horreur de l'Holocauste, des camps de concentration, du génocide contre les Juifs. Donc ça a profondément marqué les consciences, pour des raisons tout à fait justifiées en l'occurrence. En tout cas, ça a marqué les consciences surtout au sein des puissances occidentales. Je pense que ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde avait une autre perception de l'État d'Israël. Ce n'était pas en réalité son véritable problème. Mais pour les puissances occidentales, il y a véritablement ce traumatisme et ce remords, cette mauvaise conscience. C'est fondamental et cela explique l'attitude
les prises de position, les postures de nombreux dirigeants politiques encore de nos jours à l'égard de cette infamie qui a constitué l'Holocauste et le génocide contre les Juifs. Et ces pyramides de cadavres qui ne sont plus que des os, et tous ces spectacles devant lesquels il faut respirer des sels, mais devant lesquels aussi il faut ouvrir les yeux et serrer les dents. Rien ne paiera jamais cela, rien ne s'effacera jamais. Donc c'est dans ce contexte que l'État d'Israël est proclamé. Évidemment, les puissances occidentales, toutes, et pas uniquement, puisqu'à l'époque l'URSS aussi soutient la création de l'État d'Israël en 1948, et on peut dire que dans les premières années de l'existence de l'État d'Israël, pour le cas de la France, eh bien il y a un soutien, pour le coup, inconditionnel, une très grande proximité, alors qui s'explique entre autres par le fait que déjà à l'époque, la plus importante communauté juive en Europe occidentale se trouve en France. C'est toujours le cas aujourd'hui, au demeurant. Mais cette proximité se noue en réalité dès le début du siècle dernier. En 1916, la Palestine est encore sous domination ottomane. L'Europe est plongée dans la Grande Guerre. La France et le Royaume-Uni, qui veulent se positionner stratégiquement au Moyen-Orient, négocient secrètement et signent les accords Saïx-Picot, qui prévoient un découpage de la région en zone d'influence. La Syrie et le Liban iraient à la France, l'Irak, Saint-Jean d'Acre et Haïfa aux Anglais, tandis qu'une administration internationale devrait se charger de la Palestine. Sur le plan international, le contexte est particulièrement tendu. 1917 est la 3e année de la Première Guerre mondiale, qui fait des centaines de milliers de morts civils et militaires. C'est aussi l'année de la révolution russe et de la prise de pouvoir des bolcheviks au début du mois d'octobre. L'effondrement de l'Empire ottoman rebat les cartes au Moyen-Orient, tandis que la question pétrolière devient prédominante pour les grandes puissances industrielles. Le 2 novembre de cette même année, le secrétaire d'État britannique Arthur Balfour rédige une lettre ouverte. Il y approuve la création d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. C'est quand même exceptionnel, c'est-à-dire qu'un Anglais se donne l'autorisation de donner potentiellement un État aux Juifs du monde sans que cette terre ne lui appartienne. On est quand même dans un paradoxe. Mais pourquoi les élites occidentales soutiennent-elles un tel projet ? Le mouvement du sionisme politique se développe dans la seconde moitié du XIXe siècle en Europe, au moment où les grands empires cèdent leur place aux États nationaux. Inscrit dans l'émergence des nationalismes modernes, il lie les Juifs à un État-nation en revendiquant l'établissement d'un État juif en Palestine. De nombreuses communautés juives sont alors persécutées. Certaines ont déjà fui les pogroms à l'Est, et l'antisémitisme se développe partout en Europe, avec notamment en France la crise nationale autour de l'affaire Dreyfus. La Grande-Bretagne, et plus largement les États occidentaux, cherchent donc à s'implanter solidement au Moyen-Orient pour y sécuriser leurs intérêts et leur influence. Leurs dirigeants considèrent le mouvement sioniste comme un allié potentiel. C'est dans cette perspective qu'ils soutiennent la création de l'État et favorisent la migration de colons juifs en Palestine sur fond de discours civilisateurs et colonial. On voit dans tous les écrits l'idée que l'Occident arrive en Orient. C'est-à-dire, les Israéliens se voient vivre dans un État occidental qui fait partie des États occidentaux et qui est en gros le représentant de l'Occident en Orient. Et ça, c'est une vision qui est ancrée dans le sionisme politique. Et on voit effectivement Herzl qui parle de ça. On voit Jabotinsky aussi, le père du sionisme révisionniste, qui parle de ça, qui décrivent la mission des sionistes comme une mission civilisatrice et la population autochtone sur place comme une population arriérée qui n'arrive pas à travailler la terre, qui n'a pas les mêmes valeurs que les sociétés occidentales. De cette terre hostile et pierreuse, la colonie de Neuville-Ilhan, le foyer des chênes, veut faire sortir des cultures prospères, des prairies, des forêts. Lourde tâche, le sol est aride. Les pierres pour l'instant bougent à la fois l'horizon et l'avenir. Mais cette jeune troupe a du courage. Dans ces bâtisses, dressées comme un fortin au sommet d'une colline et que surmonte le drapeau sioniste, cravaté de tricolore, il réédite la vieille aventure des gagneurs de terre.
On est une démocratie libérale, la seule démocratie libérale au Moyen-Orient qui va apprendre les peuples autour ce que ça veut dire être une société avancée, libérale, qui respecte les droits de l'homme. Et malgré tout ce qui s'est passé depuis 1948, cette vision n'a pas été mise en cause. Professeur de sciences politiques à l'Université du Québec de Montréal, Francis Dupuy-Derry travaille sur l'usage politique du terme démocratie. La colonie de peuplement, ou d'ailleurs la colonie de commerce ou d'autres types de colonies, on peut pas dire que ça fait pas partie de l'histoire de la France, que ça fait pas partie de l'histoire de l'Angleterre. Et au 19e et au 20e siècle, surtout au 20e, ces pays-là, ils se disaient démocratiques. Ils disaient, ben nous, on est des démocraties, on apporte la civilisation à ces pauvres peuples infantiles et barbares. Et les rebelles, que ça soit en Algérie, au Niger, bref, les rebelles dans les colonies, ils étaient présentés comme des barbares et on les massacrait. Ils étaient des sous-humains. En 1896, le journaliste Theodor Herzl publie le texte fondateur du sionisme, l'État des Juifs. Il y définit le futur État comme un bastion de l'Europe contre l'Asie, une sentinelle de la civilisation contre la barbarie. Jules Ferry, en France, par exemple, grand républicain, nous dit-on, mais qui avait des termes sur les peuples colonisés, mais qui font frémir d'horreur. Ben oui, mais c'est la réalité. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ça me rappelle les fondements des deux États coloniaux, le Canada et les États-Unis, qui étaient des colonies, donc là dans le sens absolument pur du terme, et qui sont arrivés ou qui se sont installés dans des territoires qui étaient évidemment occupés par des nations autochtones. Et au fil des générations, ces nations autochtones, premièrement, évidemment, elles ont été présentées comme des menaces. Elles ont été présentées évidemment comme des barbares. Et elles ont été finalement réduites à leur plus simple expression. Dans le cas du Canada et des États-Unis, elles ont été mises dans des réserves. Donc nous ici, il n'y a pas de mur autour des réserves comme à Gaza, mais c'est des réserves. Et puis ça, c'est suite, surtout dans le cas des États-Unis où ça a été plus violent, à ce qu'on appelait par une expression un peu bizarre, les guerres indiennes, qui en fait avaient des similitudes avec ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza. Juillet 1956. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser annonce la nationalisation de la Compagnie du Canal de Suez. Le canal de Suez, voie maritime commerciale stratégique, relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Principalement utilisé pour le transport du pétrole, il génère d'importants profits. La société qui l'exploite, la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, est à l'époque détenue en majorité par des capitaux franco-britanniques qui en captent les recettes. ووافقت الحكومة على القانون الآتي قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. La France s'inquiète de ce président populaire qui s'affranchit des puissances européennes et soutient les nationalistes algériens. Tout est fait pour le diaboliser. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une réincarnation, ce n'est qu'une mauvaise imitation. Nasser, dictateur des Égyptiens, menace, vocifère, déchire les traités, se moque du droit international. Il défie le monde libre. La France, le Royaume-Uni et l'État d'Israël négocient alors une entente secrète. Réunis dans une villa à Sèvres en banlieue parisienne, les trois pays s'accordent sur le déclenchement d'une opération militaire d'envergure contre l'Égypte. L'accord stipule: l'État hébreu attaquera l'Égypte le 29 octobre dans la soirée et foncera vers le canal de Suez. Profitant de cette agression surprise, Londres et Paris lanceront le lendemain un ultimatum aux deux belligérants pour qu'ils se retirent de la zone du canal. L'attaque est lancée le 29 octobre au petit matin. Le pacte prévoit aussi une coopération entre la France et Israël concernant le programme nucléaire israélien avec la construction du réacteur de Dimona dans le désert du Negev. Nous savons par exemple que si l'État d'Israël est doté de la bombe atomique, ce que tous les dirigeants israéliens jusqu'à aujourd'hui nient catégoriquement, sauf un, l'ancien premier ministre Ehud Olmert, qui au détour d'une phrase a dit « bah oui, nous avons l'arme atomique ». C'est le seul dirigeant qui n'ait jamais admis qu'il y avait la bombe atomique. Nous savons
qu'elle a pu être construite grâce à l'aide active de la France, qui avait un train d'avance sur presque toutes les autres puissances, puisque nous nous sommes dotés assez rapidement de l'arme atomique. C'est le début d'une coopération militaire entre les deux États qui dure jusqu'à aujourd'hui. Cette situation de grande complicité, de grande proximité avec Israël va se modifier. Alors, il est toujours difficile de trouver une date précise, mais je pense que l'année 67 est une date importante. Pour plusieurs raisons. C'est d'abord la guerre des 6 jours. 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Et là, la perception internationale de l'État d'Israël dans les opinions publiques se modifie. Israël n'est plus le petit État qui s'est créé suite à l'Holocauste, mais c'est un État qui est agressif. Et en France, tout particulièrement, c'est la période gaulliste, le général de Gaulle est revenu au pouvoir, et il se montre très critique à l'égard de l'État d'Israël. On sait que la voix de la France n'a pas été entendue. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et donc là, il y a une modification. Et la France, à ce moment-là, et dans les années qui suivent, va prendre une part très importante, non pas tant pour la cause palestinienne, mais pour le respect du droit international. Parce que 67, c'est aussi le moment où il y a cette fameuse résolution votée le 22 novembre qui indique que l'État d'Israël occupe illégalement des terres palestiniennes et que l'ONU lui enjoint de quitter ces terres le plus vite possible, ce qui n'a toujours pas été fait aujourd'hui. Et ce tournant réel, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est développé par De Gaulle et par tous ses successeurs. Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Chirac lors de son premier mandat. Donc droite et gauche s'inscrivent dans les pas de la politique qui a été initiée par le général de Gaulle. Madame, Monsieur, bonsoir. Le comportement des forces de sécurité israéliennes a failli provoquer un sérieux incident diplomatique ce matin à Jérusalem. Jacques Chirac parle en lui-même de provocation. Pas facile de visiter la vieille ville de Jérusalem entourée d'un rempart de militaires et d'officiers de sécurité israéliens surexcités. Sur la Via Dolorosa, là où Jésus a fait son chemin de croix, Jacques Chirac laisse éclater sa colère. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Les choses vont commencer à se modifier tendanciellement au cours du deuxième mandat de Jacques Chirac, pour des raisons de volonté de se réconcilier avec les Américains, puisqu'on savait qu'il y avait eu une grande brouille avec les Américains au moment où ceux-ci ont envahi unilatéralement l'Irak en 2003. Et puis évidemment, les successeurs de Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, s'inscrivent plutôt dans une troisième phase de nos relations avec Israël, c'est-à-dire un retour à un soutien qui se veut quasi inconditionnel. Alors il faut bien sûr nuancer selon les moments et selon les responsables. Je ne dis pas que Sarkozy égale Hollande ou qu'Hollande égale Macron, mais enfin il y a une sympathie à nouveau très marquée à l'égard de l'État d'Israël. Cette sympathie de façade pour l'État hébreu s'accompagne d'un effacement progressif de la question palestinienne au sommet de l'État français. Parallèlement, la France se positionne aux côtés d'Israël, des États-Unis et du reste du monde occidental dans une guerre généralisée contre le terrorisme qui justifie toutes les surenchères sécuritaires. Le conflit israélo-palestinien en devient une des lignes de front. La priorité, votre priorité, mais aussi celle de toutes les démocraties et de la France, est avec vous de vaincre ces groupes terroristes. Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple, vous n'êtes pas seuls.
Sur le plan économique, la France accentue aussi ses collaborations avec la Startup Nation israélienne, en particulier sur le domaine technologique et de la sécurité. Israël est définitivement désigné comme allié. Lorsqu'avec Carla, nous étions dans notre chambre cet après-midi, regardez Jérusalem, j'ai bien compris ce que voulait dire « J'ai vu le soleil pour la première fois ». Pour l'amitié entre Benjamin et moi-même, pour Israël et pour la France, j'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Monsieur le Premier ministre d'Israël, cher Bibi, merci pour ces mots. Nitzan Perelman est sociologue, spécialiste de la société israélienne et des discours nationalistes. Elle a grandi à Haïfa, en Israël. Opposée à la colonisation, elle a quitté son pays à ses 18 ans. J'étais jeune, mais quand même, je commençais à me poser des questions. En 2008, il y a une grande opération qui a été beaucoup critiquée par la communauté internationale d'ailleurs. Israël affirme ce soir qu'il n'y avait d'autre solution que la voie militaire. Israël qui a lancé ce matin des raids aériens massifs contre le Hamas à Gaza. L'opération baptisée Plomb durci est l'une des plus meurtrières lancées par Israël depuis des années. Et je vois qu'il y a 400 enfants tués. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait que tout le monde accepte que 400 enfants sont tués comme ça? Comment on justifie ça? Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler sur le discours de la droite, de l'extrême droite. Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus compris que c'était compliqué à distinguer, même s'il y a des différences, mais à vraiment distinguer la nature du discours de la droite et de l'extrême droite, du discours du centre et de la gauche sioniste. Parce qu'en gros, il y a un discours sioniste. L'État doit être un État juif avec des droits et des privilèges supplémentaires aux juifs. Et donc ça, même la gauche sioniste est d'accord avec ça. Après, ça dépend d'un spectre de à quel point on veut appliquer la vision religieuse, à quel point on veut appliquer la vision coloniale et à quel point on veut appliquer la vision nationaliste. Dans sa thèse, la sociologue développe le concept de democratic washing. Très concrètement, democratic washing, ça veut dire avancer un discours démocratique tout en promouvant une réalité qui est antidémocratique. C'est-à-dire c'est un décalage entre un discours et une réalité. Et l'objectif principal du democratic washing, c'est d'accroître la légitimité d'un État au sein de la scène internationale, mais aussi au niveau national. This is a war on the existence of Israel as a democratic state. This is a war on freedom and on our common values, and we are on the front line. Le discours israélien sur la démocratie, la seule démocratie au Moyen-Orient, ça se base sur le discours des pays occidentaux, tant que ces mêmes pays commettent les pires crimes dans le monde et qui ont commis les pires crimes. My friends, defeating our brutal enemies requires both courage and clarity. Clarity begins by knowing the difference between good and evil. Et puis il va être précisé avec des ajouts. On va dire par exemple en Israël les femmes ont plus de droits que sous le règne du Hamas par exemple. On va aussi mentionner les droits des minorités de genre et sexuelles. C'est ce que d'ailleurs des organisations de droit international de ces minorités de genre et sexuelles appellent du pink washing, c'est-à-dire on les utilise pour faire croire qu'il fait très bon vivre en Israël quand vous êtes une minorité de genre ou sexuelle. Et que en Palestine c'est l'enfer. Et donc en remâchant ces sortes d'explications politiques et même ces arguments civilisationnels finalement, on rentre dans la tête du public que Israël est légitime dans tout ce qu'elle fait face à ces forces hostiles. It's amazing, absolutely amazing. Some of these protesters hold up signs proclaiming gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC. Je pense que l'utilisation des qualificatifs pour caractériser un régime politique, quel qu'il soit au demeurant, est la plupart du temps, va-t-on dire, instrumentalisé. J'applique cela déjà à la France. On nous bassine les oreilles sur la République, l'arc républicain. Mais quelle est la signification de la République ?
celle qui a colonisé les peuples dominés au XIXe siècle et XXe, celle qui a massacré les communards en 1871. On connaît tous ces exemples. Donc, pour en arriver à Israël, État démocratique, nous dit-on, au milieu d'un îlot de régimes tyranniques. Je conçois qu'effectivement, les régimes arabes, dans leur grande majorité, ne se singularisent pas par leur grand respect des principes démocratiques. Ça, je l'admets. Mais État d'Israël démocratique, ouais, alors il y a des élections, oui, formellement c'est vrai. Il y a même la pratique de la proportionnelle intégrale, oui, c'est vrai. Mais quand même, au sein de l'État d'Israël, il y a 20% de ses ressortissants qui sont arabes, palestiniens, pour le coup. Et s'ils jouissent d'un certain nombre de droits, ils n'ont pas tout à fait les mêmes droits que les citoyens juifs de l'État d'Israël. En juillet 2018, Israël adopte la loi sur l'État-nation qui donne le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit à choisir son propre gouvernement au seul peuple juif. L'arabe perd son statut de langue officielle et le texte encourage l'établissement de communautés exclusivement juives. C'est ce que j'appelle un système d'apartheid. Donc, un régime démocratique, me dit-on, j'en doute beaucoup. Parce qu'un régime démocratique, quel que soit le qualificatif qu'on puisse apporter derrière le mot, si il ne respecte pas l'égalité des droits entre toutes ses composantes, tous ses citoyens, pour moi, n'est plus démocratique. Même au sein d'Israël, ces lois divisent. Je pense que c'est une loi raciste d'un gouvernement d'extrême droite qui crée des lois radicales et sème les graines d'un état d'apartheid. La question démocratique est alors projetée sur le devant de la scène politique du pays. Beaucoup d'Israéliens ne comprennent pas cette dérive de l'État qui continue d'afficher une vitrine libérale mais semble s'enfermer dans un suprémacisme religieux de plus en plus exacerbé. Début 2023, le gouvernement de Benyamin Netanyahou entame aussi une importante réforme judiciaire. Elle vise notamment à limiter les pouvoirs de la Cour suprême. Institution de contrôle au sein de l'appareil d'État hébreu, la Haute Cour a le pouvoir de réviser les lois. Elle avait notamment bloqué l'annexion des territoires occupés à plusieurs reprises. Rapidement, un mouvement d'opposition à cette réforme se lève dans le pays, fédérant plusieurs dizaines de milliers de manifestants. Je suis venu à Jérusalem parce que c'est la ville la plus importante du pays et je veux que mon pays continue à vivre en démocratie. Les dirigeants des grandes manifestations sont issus du centre politique et de la gauche sioniste. Donc, ils manifestent contre cette réforme parce qu'ils se disent la démocratie israélienne, on considère qu'il s'agit d'une démocratie, va être détruite par cette réforme. Avant de parler de cette réforme, il faut d'abord poser une question très importante. Est-ce qu'il existe une démocratie avec une occupation? Eux font jamais le lien et même j'ai parlé avec des dirigeants de cette manifestation, ils disent c'est pas le moment de parler des Palestiniens, eux ils parlent des droits des minorités. Depuis le 7 octobre, les manifestations contre la réforme judiciaire se sont arrêtées. On voit les familles d'otages qui commencent à organiser une contestation et comme les manifestations contre la réforme judiciaire, les grandes manifestations aujourd'hui ignorent complètement les Palestiniens. Et voilà la comparaison. Avant, quand on parlait, on se disait la démocratie israélienne va être détruite, il n'y avait pas la place pour les Palestiniens. Et aujourd'hui, quand on parle de mettre fin à la guerre, le seul objectif, c'est libérer les otages. 40 000 Palestiniens tués ne sont pas présents dans les grandes manifestations en Israël. Et il y avait un sondage très important qui a été publié le 30 mai qui a montré que seulement 4% des Juifs israéliens considèrent que la guerre à Gaza est allée trop loin. 4%. Cette adhésion massive de la société israélienne à la guerre peut trouver des explications dans le conditionnement idéologique de sa population. En 1961, Frantz Fanon, psychiatre, militant anticolonialiste, publie Les damnés de la terre. Il écrit « Le monde colonial est un monde manichéiste. Il ne suffit pas aux colons de limiter physiquement, c'est-à-dire à l'aide de sa police et de sa gendarmerie, l'espace du colonisé. Comme pour illustrer le caractère totalitaire de l'exploitation coloniale, le colon fait du colonisé une sorte de quintessence du mal. » Donc, je décris toujours le système d'éducation israélien comme ayant un but de préparer des baguettes bien chaudes à 18 ans pour qu'elles soient prêtes
pour aller au service militaire. C'est-à-dire ici, beaucoup de monde me demande mais comment c'est possible qu'à 18 ans, au lieu de vouloir faire des études, avancer dans la vie, on est prêt de gâcher 2 ans, 3 ans dans l'armée et c'est lié directement au système d'éducation israélien. L'armée est centrale. L'histoire d'Israël, on la découpe par les guerres qu'Israël a menées. Bien sûr, on ne parle pas de la Nakba. On apprend à quel point l'armée joue un rôle central dans la sécurité du pays et du fait que le pays est en guerre permanente. Donc ça, c'est quand même un bon niveau de propagande quand même, là, quand on est rendu qu'on dit qu'une armée démocratique où on a vraiment un sens de l'humour. Évidemment, toutes les armées sont pas pareilles, mais ça a aucune importance quand vous menez la guerre, parce qu'en fait, évidemment, le point de vue le plus important quand vous menez la guerre, évidemment, c'est sur les personnes qui la subissent, votre guerre. Et donc, une unité militaire israélienne pourrait même voter avant d'envoyer une bombe sur un bâtiment. Ça serait encore plus démocratique. Mais le problème, c'est que s'ils votent de lancer la bombe sur le bâtiment, les personnes reçoivent quand même la bombe, et vous aurez remarqué que dans le processus, les personnes qui reçoivent la bombe, on leur demande pas de voter. Moi, je pense qu'ils voteraient contre, mais bon, vous voyez un peu l'attitude négative. Et donc ça, évidemment, une armée démocratique, ça veut strictement rien dire. Vous pourrez en parler aux populations algériennes, aux populations vietnamiennes, aux populations du Cambodge, bref, de tous ces États coloniaux qui ont subi des guerres coloniales par des armées de pays libéraux, républicains et démocratiques. Moi, j'aime bien rappeler tout le temps à mes étudiantes, quand on parle de guerre et de démocratie, qu'il y a un régime politique. Il y a un régime politique qui a pensé que c'était une bonne idée d'envoyer des bombes atomiques sur des villes. C'était celle qu'on considérait la plus grande démocratie, c'était les États-Unis, c'était le président qui était élu et qui a envoyé des bombes atomiques sur des villes, quoi. Et donc, la France, l'Angleterre, les États-Unis ont mené des guerres où on a utilisé le phosphore, où on a fait des bombardements incendiaires, où on a déplacé des populations, où on a emprisonné, où on a exécuté sommairement des personnes qu'on considérait des combattants ou des combattants ennemis, où il y a eu de la torture, des violences sexuelles en situation de guerre. Tout ça, vous pouvez faire ça au nom de la démocratie, mais ça change rien au niveau de l'horreur et de la violence qui est subie concrètement, et des traumatismes intergénérationnels après ça qui vont... Vous allez pas raconter quand les enfants palestiniens, quand un jour ils retourneraient dans leurs écoles qui seront sans doute des tentes là ou des bâches, ils vont pas avoir un cours de citoyenneté où on va leur dire vous êtes quand même chanceux d'avoir été bombardés par une démocratie là. Bienvenue au centre d'incorporation de l'armée israélienne. C'est ici que des centaines d'Israéliens deviennent à part entière des soldats de Tsahal. Il faut comprendre aussi que l'armée, c'est vraiment le moment le plus important de socialisation en Israël. C'est là où beaucoup de monde rencontre leur futur conjoint. C'est là où on rencontre vraiment notre cercle d'amis. Donc c'est vraiment le système d'éducation. C'est tout ça, tout autour de l'armée. Et quand on sort du système éducatif, on dit « je suis obligé de participer dans ces efforts parce que y a des gens qui ont été tués pour que je vive ici ». Daniel Hagari, porte-parole de l'armée, multiplie les interventions télévisées. יצא למלחמה נגד מדינת ישראל, ומאז הוא גורר את מדינת לבנון ואת האזור כולו להסלמה רחבה. Ilan Pappé, historien israélien, a longtemps travaillé sur les archives de l'armée. Critique du récit officiel de son pays, il est aujourd'hui interdit d'exercer en Israël. On one hand, you have an Israeli media very much loyal to the state, does not show its citizens anything that is being done in Gaza. And on the other hand, Palestinian journalists have no immunity as journalists. Every day I just hold my bag and try to find any place with internet in the hospitals to upload my videos and tell you guys what is happening. They are treated as terrorists by Israel. In 2023 alone, most of the journalists that were killed in the world were killed in Palestine. And most of them were Palestinians or working for other agencies in Palestine. And that tells you how bad is the whole ability to inform. And when it turned out that people begin to believe Al Jazeera more than they believe the CNN, France 24, or all these more pro-Israeli satellite news stations,
then Israel expelled Al Jazeera from Israel so that this alternative source of information will not be available. Sur ces images, des journalistes palestiniens se rassemblent pour un dernier hommage à leurs collègues Hamza Al-Dadou et Mustafa Touraya. Le 7 janvier 2024, les deux reporters sont en pleine mission pour la chaîne Al Jazeera lorsqu'ils sont atteints par une frappe israélienne. Ils mourront de leurs blessures. And controlling the narrative is very interesting these days because they cannot persuade people with moral arguments, which they thought they could, by again and again repeating what happened on the 7th of October. That people would say, okay, if this is what happened, we understand what you're doing in Gaza, there's no problem. And it's not working for them. To their great surprise, I might say. They really thought it would work. One of the reasons, by the way, that they thought it would work, because their own leftist intellectuals thought that it was right, that Israel had the right to do what it did, and talking people who were really on the left. And because of that, the Israelis said, okay, if our leftists agree with the genocide, so surely also the people in the West would. And they were really surprised when people did not accept it. Now, they always demand to use power when moral arguments are not working. And that's why they were pushing in France for legislation that would criminalize anyone who talks about context. The same is happening in Germany, in Italy, even in Britain for a while. It was happening. This is, one should say two things about it. One, it is very naive to think that it's only about Palestine. If you repress, if you force people to say what you want in supposedly a free society, you will, and you succeed, then you will do it again for other issues. So they will do it not only for Palestine. I mean, it was like after 9/11. You know, after 9/11, all these people who don't believe in democracy used the attack in 9/11 to justify undemocratic actions against citizens. Ce discours de guerre contre le terrorisme se traduit en actes. En France, les mesures antiterroristes s'accumulent. Cette tendance de fond s'accélère après les attaques de 2015, état d'urgence, puis loi sur la sécurité intérieure, loi anti-casseurs, loi sécurité globale, loi contre le séparatisme. So they're doing the same in France now. This is not about Palestine, to my mind. This is not about Palestine. These are the people in the French political system who are not happy with democracy, are not happy with freedom of speech, and are using Palestine and anti-Semitism in order to undermine the democracy of France. And people should understand it, that their democracy is under attack, their institutions are under attack. The pretext is Palestine, but the target is democracy, not Palestine. Je voudrais rappeler que depuis le 7 octobre, depuis le déclenchement des attaques terroristes contre Israël, désormais les ministères de l'Intérieur comptent 102 interpellations en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme. And the last thing I would say about it, our political elites, not only in France, are not the most impressive, with very few exceptions. Politicians are much lower caliber than they used to be, totally centered on their own careers. They pay no attention to what the society needs, not only on Palestine, on ecology, poverty, and so on. They don't represent us, not only on Palestine. So I think Palestine here is a case study for many, many other problems we have in society. Reprenons. Depuis sa création, donc, l'État d'Israël est globalement soutenu par les puissances occidentales et critiqué dans les pays du Sud. Ses dirigeants, des fondateurs aux contemporains, de gauche comme de droite, s'appuient sur les notions de démocratie et de civilisation, les mêmes mobilisées par l'Occident dans ses entreprises coloniales pour justifier leur politique et maintenir une certaine hégémonie occidentale. Citons en exemple Ehud Barak, ancien ministre travailliste, qui parlait de son pays comme d'une villa dans la jungle. Il y a une fracture qui s'est constituée. La majorité des pays de l'ONU a condamné les actes du 7 octobre. C'est clair.
Mais ceux qui l'ont fait avec le plus de conviction, avec le plus de force, c'est incontestablement ce que j'appelle les puissances occidentales. Quand je parle de puissance occidentale, pour moi, c'était pas un concept géographique, c'est un concept géopolitique. Je mets dans ce bloc l'Union européenne, bien sûr, avec des nuances au sein de l'Union européenne, au demeurant, mais enfin, globalement, ils sont sur la même ligne, la même longueur d'onde. Bien sûr, avant tout, les États-Unis, qui, eux, poursuivent ce soutien inconditionnel à Israël, et puis des États comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan. Tout ça, pour moi, c'est ce que j'appelle géopolitiquement le monde occidental. Ce qu'on appelle les États du Sud sont dans une posture beaucoup plus critique. C'est-à-dire que les peuples qui ont connu la colonisation, qui se sont émancipés, qui ont gagné leur indépendance, ont une sorte d'empathie quasi-naturelle avec les Palestiniens qui continuent, eux, à subir au quotidien cette situation coloniale. Le 29 décembre 2023, c'est l'Afrique du Sud, ancien pays colonisé, qui engage contre Israël une procédure devant la Cour internationale de justice pour violation de la Convention sur le génocide. We as South Africans sense, see, hear and feel to our core the inhumane discriminatory policies and practices of the Israeli regime as an even more extreme form of the apartheid that was institutionalized against black people in my country. Mais malgré ces critiques internationales croissantes et le soutien massif des opinions publiques, le peuple palestinien manque de moyens institutionnels pour faire entendre sa voix. En réalité, l'État palestinien, qui n'existe pas, ou la nation palestinienne, elle a peu de ressources. À l'inverse, Israël a réussi à se constituer un réseau d'alliances stratégiques, d'alliances politiques, d'alliances culturelles, d'alliances universitaires et d'alliances économiques très importants. Et donc, il y a beaucoup d'intérêts. Parmi ces aides, la coopération militaire est la plus stratégique. Tous les ans, les États-Unis allouent 3,3 milliards de dollars d'aide militaire à Israël, ainsi qu'un demi-milliard au titre de la coopération à sa défense aérienne. Amnesty International défend les droits de l'homme à travers le monde. À l'aide de nombreux relais sur le terrain, l'organisation mène des enquêtes fouillées sur les crimes contre l'humanité. Émeric Helluin y est chargé du pôle armes et conflits. Israël est un État producteur d'armes, mais c'est aussi un État exportateur d'armes, mais c'est aussi un énorme acheteur. Donc les États-Unis, traditionnellement, sont le premier fournisseur d'armes de l'État d'Israël, avec une coopération militaire extrêmement forte. On l'a vu depuis le début du conflit. Le pont aérien, maritime, pour alimenter en munitions, en armes, Israël n'a jamais cessé. Il y a aussi l'Allemagne, qui est le second exportateur. Et puis après, il y a une myriade d'autres pays, comme la France. Alors la France dit toujours qu'elle n'est pas un gros exportateur à destination d'Israël. Quand on parle de millions quand même de livraisons, parce qu'en 2022, c'est à peu près 15-16 millions de livraisons de matériel de guerre. En fait, ça ne veut rien dire, 16 millions. C'est quoi 16 millions ? 16 millions dans notre esprit. Ça peut représenter 30-40 tonnes de munitions, mais ça peut représenter aussi 2 systèmes antimissiles hyper aboutis, dotés d'une technologie hyper avancée. Donc ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien. Donc la question, c'est, pour nous, à chaque fois, est de savoir qu'est-ce qu'on exporte, pourquoi faire, avec quel type de garantie sur l'utilisation finale, sur les conditions de réexportation, s'il y en a, etc. La France n'a pas arrêté ses ventes d'armes. La France continue les livraisons d'armes dites défensives qui sont là pour alimenter le Iron Dome, donc le système de défense anti-aérien. Nous ne livrons des armes que dans le cadre de composants défensifs pour le cadre du dôme de fer, et uniquement dans ce cadre-là. Pourtant, en mars 2024, l'ONG d'investigation Disclose révèle que la France a autorisé à la fin du mois d'octobre 2023 la livraison d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour fusils mitrailleurs. On a documenté un certain nombre de frappes qui ne sont pas conformes aux lois de la guerre, c'est-à-dire qui sont des violations du droit international humanitaire, des violations graves qui sont des crimes de guerre. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu soit des attaques directes contre des infrastructures civiles, soit des frappes indiscriminées, soit des frappes disproportionnées. Donc l'ensemble de ces 3 caractéristiques font que les frappes sont illégales. On ne peut pas, alors qu'il y a risque de génocide, continuer à exporter des équipements. Mais l'illégalité n'arrête pas le massacre en Palestine. Le 18 septembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution exigeant qu'Israël mette fin à sa présence illégale dans les territoires palestiniens occupés dans un délai de 12 mois.
Elle vient s'ajouter à de nombreuses autres, toutes restées jusqu'ici, lettres mortes. L'ONU, jour après jour, montre son impuissance. Mais le problème, c'est que l'ONU, notamment sur la question israélo-palestinienne, n'est pas capable de faire appliquer ses propres résolutions. Et celle que vous citez, en date du 18 septembre, connaîtra le même sort s'il n'y a pas une volonté politique de dire maintenant on arrête. Quand je dis volonté politique, qu'est-ce que je veux dire ? C'est très très concret. C'est qu'on peut faire toutes les critiques rhétoriques de Netanyahou, de sa politique jusqu'au boutisme, du massacre génocidaire à l'œuvre actuellement à Gaza. Même Biden critique Netanyahou. Même Biden demande un cessez-le-feu. Il suffirait que la décision soit prise de stopper les livraisons d'armes pour qu'en 10 jours, les bombardements cessent. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc tant que l'ONU ne décidera pas de faire agir des sanctions concrètes, efficientes, matérielles, eh bien les dirigeants israéliens continueront à jouir de cette impunité qui existe depuis des décennies et qui se manifeste cruellement depuis le 7 octobre. On a beaucoup parlé de Gaza, bien sûr, mais on pourrait aussi évoquer ce qui se passe en Cisjordanie. C'est un conflit, dit-on, de basse intensité, certes. 600 morts depuis le 7 octobre pour la seule Cisjordanie. Et c'est quotidiennement que des colons radicalisés s'en prennent à des troupeaux de Bédouins, s'en prennent à des habitations de Cisjordaniens, donc des Palestiniens. Les colons entrent en toute impunité dans leur maison, sous la protection de l'armée israélienne. Vous savez, avec les événements, il est possible que dans 2 ou 3 mois, les gens d'ici soient partis à cause des colons. La Cour pénale internationale, c'est le sommet de l'iceberg. Donc c'est le point ultime. Avant d'en arriver à la CPI, à la Cour pénale internationale, les États ont la responsabilité. Si on en est à ce niveau d'escalade de violence aujourd'hui, c'est parce que pendant des années, il ne s'est rien passé. Le 17 septembre 2024, entre 15h30 et 16h30, des engins explosifs dissimulés dans des milliers de beepers à travers le Liban explosent simultanément. L'attaque fait 12 morts et près de 3000 blessés, dont de nombreux civils. Alors ce qui est hallucinant, c'est le narratif dans les médias français. Enfin, waouh, c'est incroyable, c'est génial, type d'attaque totalement inédit, qui en plus a permis d'éviter de cibler des civils. On vit sur notre planète, quoi. Alors, non seulement les attaques sont dystopiques, mais les commentaires sont complètement dystopiques aussi, quoi. C'est un coup de maître de la part des Israéliens. Mais cette opération, évidemment, elle suscite énormément de stupéfaction et pour les spécialistes, une forme d'admiration. Une opération d'une grande technicité humaine et technique qui relève de l'expertise d'un service de renseignement. L'opération a été menée de main de maître, il faut le dire. C'est une prouesse technologique unique. Là, ce que dit Israël, c'est qu'Israël est encore capable de se défendre, et même de se défendre préventivement. C'est-à-dire que là, on a une puissance étrangère, enfin Israël, donc qui a introduit des explosifs dans des beepers, dans des talkie-walkie, qui ont été distribués à des gens, mais on ne sait pas à qui ils ont été distribués. Est-ce que c'est bien un combattant du Hezbollah ? Est-ce que c'est une personne civile ? Un gamin de 11 ans qui était à côté de son père, combattant du Hezbollah. Le beeper a explosé, commotion, traumatisme cérébral, il est mort de ses blessures. Au moins 2 enfants perdront la vie suite à cette attaque. En plus de ce jeune garçon, Fatima Abdallah, 10 ans, est tuée à Saraïn, dans la région de la Bekaa. كانت عم تدرس بالمطبخ عم تدرس أول يوم مدرسة بعد راجعة وسمعت صوتها للمكنة بس ما كان في حدا كانوا أهلها برا قامت لتشوفها وفقعت فيها اجوا فاتوا سمعوا الصوت لقوها نايمة على الكنباية ودغري طلعت روحها ضلت عم تتنفس لقبل المستشفى بشوي. Le droit international interdit tout ça. Et comment on peut se réjouir dans les médias de crimes ? Ça reste pas moins un crime quand on tue des gens qui sont, même s'ils sont des combattants, et avec des civils à côté. Donc on a une puissance qui a utilisé des explosifs dans des biens civils ordinaires, ce qui est interdit par le droit international. Et vous avez un certain nombre de commentateurs en France qui se réjouissent de ça, se frottant littéralement les mains. C'est odieux, c'est atroce. La situation qui s'est détériorée considérablement depuis quelques jours, mais qui s'inscrit là aussi dans la durée,
est infiniment préoccupante. Ce que je constate, c'est que Netanyahou, depuis plusieurs mois déjà, tente de régionaliser le conflit. Pour une raison assez simple à comprendre, c'est qu'il sent bien que même si c'est seulement verbal, il y a des critiques quant à sa politique qui se font jour. Et dans son propre État, mais à l'international. On lui reproche aussi de ne pas avoir de solution politique. On a l'impression qu'il tape, mais sans qu'il n'y ait de but. Plus la critique internationale se renforce, plus la société israélienne se renferme sur elle-même. Il faut comprendre que la société israélienne voit cette critique internationale comme très importante. Il y a cette idée qu'on est isolé. On est isolé, tout le monde nous déteste et aussi tout le monde est antisémite. The singling out of the one and only Jewish state continues to be a moral stain on the United Nations. It has made this once respected institution contemptible in the eyes of decent people everywhere. But for the Palestinians, this UN House of Darkness is home court. They know that in this swamp of anti-Semitic bile, there's an automatic majority willing to demonize the Jewish state on anything. Cette volonté de régionaliser, je dis pas qu'il le souhaite, mais c'est sa tactique. Tenter de régionaliser, provoquer le Hezbollah, provoquer l'Iran aussi, pour tenter de les pousser à la faute et à la riposte. Parce qu'alors il sait que si l'Iran et ou le Hezbollah ripostaient réellement, avec des frappes de haute intensité sur Israël, immédiatement, le soutien inconditionnel des États occidentaux serait regagné. Là, il y a un soutien, je ne le nie pas, mais il est teinté de critique. Depuis l'attaque des beepers, l'armée israélienne mène une véritable guerre contre le Liban. Le 27 septembre 2024, Hassan Nasrallah, dirigeant du Hezbollah, est tué dans un bombardement israélien dans la banlieue sud de Beyrouth. Des villages entiers sont détruits et même les soldats de la FINUL, la force de maintien de la paix de l'ONU, ne sont pas épargnés. Le 1er octobre 2024, c'est l'Iran qui lance près de 200 missiles vers Israël. Et malheureusement, Netanyahou, tout à sa politique jusqu'au boutiste habituelle, profite de la situation pour avancer ses pions dans les conditions les plus horribles. Mais pour conclure, qui pourrait être réglé, au moins conjoncturellement, par une décision, cessez-le-feu. S'il y a un cessez-le-feu à Gaza, la situation se posera automatiquement, mécaniquement différente au Liban. Et notre invité exceptionnel aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1, c'est le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, bienvenue à Israël. Merci de nous recevoir ici à Jérusalem, dans vos bureaux, de prendre du temps pour vous adresser à travers nous à la France et aux Français. Until now, Israel wanted very much to be regarded part of the Western world, and it wanted to be seen as the last bastion before the non-democratic, barbaric world of Islam. They believe it provides, immunity from any serious criticism what they're doing to the Palestinians. The fact that this is not valid, that this does not fit the reality, questions our ideas of democracy. The whole exceptionalism that Israel enjoys raises questions about what is universally, what is international. When you stand with Israel, you stand for your own values and your own interests. Yes, we're defending ourselves, but we're also defending you against a common enemy that through violence and terror seeks to destroy our way of life. C'est presque l'expression de ce que certains ont appelé à une époque le choc des civilisations. C'est très grave de rentrer dans cette logique. Alors évidemment, c'est une perception que je ne partage aucunement. Je récuse ce terme, ou ce thème, ou ce concept de choc des civilisations. Il n'empêche, cela semble servir de boussole pour nombre de dirigeants occidentaux. Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. Ce n'est pas une guerre. C'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays, une société, des valeurs démocratiques. Les choix des mots en politique ont toujours un sens à la fois symbolique, mais un sens très pratique. Ce qui m'inquiète beaucoup dans la situation internationale actuelle, et tout particulièrement en France,
c'est qu'on est dans la situation orwellienne de 1984. On est dans la novlangue. Les mots n'ont plus aucun sens. On critique l'État d'Israël, on devient antisémite. Le Rassemblement national, qui a participé à la manifestation de condamnation du 7 octobre, devient un défenseur de l'État d'Israël. Quand on connaît l'histoire du Rassemblement national et son rapport à la question juive par les fondateurs même de ce qui était à l'époque le Front national, cela pourrait prêter à sourire si l'enjeu n'était pas aussi grave. Et on pourrait multiplier les exemples. Je crois que quand on retourne vers le Moyen-Orient, on est exactement dans le même type de problématique. Méfions-nous des termes utilisés, ils ont toujours un sens, à la fois par ceux qui sont défenseurs de tel ou tel système, mais aussi par ceux qui le critiquent. I have a message for President Macron. All civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Tout d'un coup, mettre en cause le fait qu'Israël soit démocratie, mettre en cause le fait qu'Israël soit un État libéral, etc., ça voudra dire que tout le soutien que ces pays ont apporté à Israël pendant des années, malgré l'occupation militaire, malgré le régime d'apartheid condamné par des organisations internationales, voudrait dire qu'eux-mêmes ont exercé des actions antidémocratiques, financé des actions antidémocratiques, soutenu des actions antidémocratiques. Donc effectivement, ça remet en cause même la démocratie parfaite que représente le pays de droits de l'homme qui est la France ou les États-Unis qui est le leader du monde libéral. Donc effectivement, c'est très délicat si tout d'un coup on comprend qu'Israël n'est pas en démocratie. À l'heure où nous finissons ce film, la guerre israélienne continue de s'intensifier à Gaza et de s'étendre en Cisjordanie et au Liban. Les récentes violations du droit international d'Israël mettent au pied du mur les États et poussent le monde occidental tout entier dans ses retranchements et ses contradictions les plus profondes. D'un côté, l'obligation d'affirmer un soutien à l'État hébreu. De l'autre, la nécessité de respecter le droit international et ses principes fondamentaux. D'un côté, asseoir sa domination, de l'autre, maintenir un visage moral. L'Occident est face à sa propre barbarie. Cette contradiction historique, politique, structurelle qui traverse les États occidentaux, Aimé Césaire en parlait déjà en 1956 dans son discours sur le colonialisme. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a eu au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée, et qu'en France on accepte, un malgache supplicié, et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe. Il y a le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. Et alors un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets.